Et notre invité du jour, Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Député de la France Insoumise du Nord, très riche actualité, double affaire, l'affaire Carlos Ghosn, l'affaire Alexandre Benalla. On va commencer par cette exclusivité mondiale LCI TF1. Marie-Aline. Quelques heures seulement avant de retourner en prison, Carlos Ghosn a donc accordé cette longue interview à François-Xavier Ménage depuis le Japon. Jamais jusque-là, jamais depuis le début de l'affaire, il n'avait parlé de la sorte. Combatif, il dénonce acharnement, mensonge et démolition systématique. Je suis combatif, je suis innocent, c'est dur, il faut le savoir. Et je fais appel au gouvernement français pour me défendre, pour préserver mes droits en tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable à l'étranger. Quand le patron de Nissan, Hiroto Sakawa, dit que ce que vous avez fait est grave et contraire à l'éthique, qu'est-ce que vous lui répondez ? Oh, écoutez, il y a beaucoup de mensonges dans ce qui a été dit et ces mensonges sont en train de se révéler les uns après les autres. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a un acharnement. Et cet acharnement, il est pas récent. Il a démarré le jour de mon arrestation, c'est-à-dire le 19 novembre 2018. Il s'est jamais arrêté. Il n'y a pas eu un jour, il n'y a pas eu une semaine au cours desquelles il n'y a pas eu de nouvelles accusations, il n'y a pas eu de nouvelles rumeurs, il n'y a pas eu des faits qui sont sortis de leur contexte. Il y a eu une démolition systématique et on sait très bien quelle en est l'origine. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de ça. Ils bénéficient de complicité aussi à l'extérieur de Nissan. Ils ne se sont pas suffis d'influencer et d'agir au Japon. Ils agissent à l'extérieur du Japon et notamment en France. Entretien exclusif à retrouver en longueur dans le 20h de TF1 ce soir, en intégralité sur LCI à partir de 20h30 avec Hélène Lecomte. Adrien Quatennens, est-ce que vous partagez ce sentiment d'acharnement que dénonce sur notre antenne Carlos Ghosn ? Bon, pour tout vous dire, je ne vais pas m'apitoyer sur le sort de Carlos Ghosn. Moi, je suis sensible à ce que la présomption d'innocence soit de plein exercice et de plein droit, à ce qu'il soit injusticiable comme les autres. Et c'est une vraie question, je le crois. Mais au-delà de ça, il y a quand même un certain nombre de points qui doivent être soulevés, je pense. On a besoin encore d'avoir des éclaircissements sur cette affaire. Alors, il y a le volet japonais, qui concerne notamment le Japon, puisque là-bas, Carlos Ghosn est mis en cause pour éventuellement fraude fiscale sur ses revenus de Nissan. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la gouvernance de Renault ici en France, et puis surtout, éventuellement, la question fiscale pour Carlos Ghosn ici en France aussi. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, M. Carlos Ghosn, combien il paye d'impôts en France. Est-ce qu'il y a des systèmes d'optimisation fiscale, même sans que ça sorte forcément du cadre légal? Monsieur Bruno Le Maire, le ministre Le Maire, avait dit qu'il n'avait pas connaissance d'éléments de fraude et d'évasion fiscale concernant Carlos Ghosn en France. Mais par exemple, il y a des pratiques légales d'optimisation fiscale. Oui. Ça serait intéressant qu'on puisse les connaître. En tout cas, ce matin, Bruno Le Maire a dit qu'il avait transmis à la justice japonaise de nouveaux éléments sur Renault. Important, oui, sur la gouvernance de Renault. Non mais écoutez, plus avant, puisque moi je n'anime pas une chronique judiciaire, moi je fais de la politique. Ce qui m'intéresse, c'est la rémunération de nos dirigeants. Il faut quand même regarder quoi. Parce que, non mais attendez. On va en parler. Oui, mais alors moi je vous en parle, parce que quand même, regardons, Carlos Ghosn, c'est quelqu'un qui, si on met bout à bout Renault et Nissan, touchait à peu près entre 10 et 15 millions d'euros par an. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste un instant pour que les téléspectateurs prennent la mesure, parce qu'on dit souvent ces chiffres, on n'en prend même plus la mesure. Ce que représente le fait de gagner 10 à 15 millions d'euros par an. Pour rétribuer quel talent, objectivement? Quel effort humain mérite un tel niveau de redistribution? On a fait quand même de Renault monsieur, le premier constructeur mondial. Effectivement, et mettons ça à son crédit. Quand bien même, est-ce que vous estimez que gagner plus d'1 million, 1 à 2 millions d'euros par mois, peser ce que ça représente, ça permet de rétribuer ce niveau de talent? Surtout, attendez, sur la retraite chapeau. Donc 7 à 10 millions d'euros pour Nissan, mais il y avait aussi Renault. Et quand vous cumulez le tout, ça fait 10 à 15 millions. C'est quand même énorme. On a découvert en plus un système de rémunération opaque dans le milieu de l'automobile. Et c'est seulement en 2011, quand un certain nombre de secrets, moyennant une nouvelle réglementation, ont été révélés, qu'on a découvert que, par exemple, il gagnait, Carlos Ghosn, 7 fois plus que son homologue de Toyota. Moi, je termine sur vous faire une proposition. Je crois qu'il faut en finir avec ces niveaux de rémunération indécent. Et que la proposition de M. Le Maire... Mais on va la rappeler. On rappelle que hier, Renault a décidé de supprimer la retraite chapeau de Carlos Ghosn de plus de 750 000 euros par an. Le dossier, on le sait, il revient régulièrement et le gouvernement a annoncé aujourd'hui que ces retraites chapeaux seraient limitées à 30%
du salaire du dirigeant. Est-ce que ça va dans le bon sens? Je crois qu'il faut mieux penser les choses en termes d'écart des rémunérations au sein d'une même entreprise. Je fais mienne la proposition de la Confédération européenne des syndicats. C'était une proposition d'ailleurs que nous avions défendue dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise, qui est de dire on ne devrait pas, dans une entreprise, avoir un écart de rémunération plus élevé que de 1 à 20. Et alors, des fois... certains me répondent, notamment dans la majorité, oui mais c'est confiscatoire. Pas du tout. Moi je veux confisquer à personne. Si au sein de la hiérarchie on veut maintenir des niveaux de salaire qui moi me paraissent absolument indécents, on peut les maintenir. Mais puisqu'il faut maintenir un écart de 1 à 20, on augmente les salaires de tous les autres. Faites le ratio avec la rémunération de Carlos Ghosn et voyez que cette solution, combien gagnerait le smicard de Renault et sûrement Nissan. pas. Bah oui, mais si, parce que vous voyez, la question des petites rémunérations dans les entreprises est essentielle parce que, contrairement à de grands patrons, quand vous augmentez la rémunération des gens du commun, eh bien, ça se réinjecte dans la consommation, ça se réinjecte dans l'activité. Et ça, c'est, à mon avis, bien plus bénéfique pour l'activité et l'économie du pays que des rémunérations absolument détestables. Réécoutons juste un passage de Carlos Ghosn et François-Xavier Petry, après on va vers vous, sur sa conviction que tout ça part de Nissan. Il y a eu une démolition systématique et on sait très bien quelle en est l'origine. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de ça. Ils bénéficient de complicité aussi à l'extérieur de Nissan. Ils ne se sont pas suffis d'influencer et d'agir au Japon. Ils agissent à l'extérieur du Japon et notamment en France. Il fait référence à quoi Il fait référence, si vous voulez, que ça fait longtemps que les Japonais sont un peu agacés à la fois du déséquilibre entre Renault et Nissan. Renault qui est plus puissant dans le capital alors que Nissan est plus fort en résultat. Le fait que l'État français en 2015 ait monté en puissance dans le capital de Renault, ça n'a pas du tout été apprécié au Japon. Et plus récemment, il y a un projet porté par Carlos Ghosn de créer une alliance, enfin une super alliance et qui, en gros, renforcerait encore le contrôle de Renault sur l'ensemble. Alors on voit bien, Adrien Quatennens, que la thèse du complot, elle n'est pas totalement à écarter. Est-ce que ça veut dire que l'État français doit monter au créneau pour défendre Carlos Ghosn et peut aussi défendre les intérêts de Renault, quoi? C'est marrant, je ne veux pas faire de parallèle, mais des fois, j'oserais même pas, moi, utiliser dans d'autres affaires les termes de complot, alors que souvent on nous taxe de complotistes, ce qui n'est pas le cas. Mais là, je suis assez étonné que ce soit vraiment le prisme par lequel vous prenez l'affaire, parce que c'est ce que dit. Mais y compris si peut-être il y a mais je pense que raisonnablement, on peut penser qu'il y a aussi une logique de bataille industrielle dans l'affaire et que ce sont des enjeux qui doivent peser dans l'affaire. Est-ce qu'il ne faut pas défendre les intérêts de Renault? Non, mais ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais quand bien même, au-delà de cette affaire et du fait qu'il faille défendre les intérêts de Renault, c'est une chose qui, moi, m'intéresse. Au-delà de ça, la question posée est celle du fait de savoir aussi, y a-t-il ou non eu fraude fiscale? C'est quand même ça le cœur de l'affaire. C'est pas forcément de savoir qui a voulu se venger de quoi ou organiser telle ou telle chose. C'est un sujet et on peut en discuter. Mais la vraie question, c'est y a-t-il oui ou non fraude fiscale? Y a-t-il oui ou non des dissimulations de rémunération? C'est un vrai sujet. Et là-dessus, moi je le redis, la présomption d'innocence est valable pour Carlos Ghosn. Attendons de voir, mais que la justice fasse son travail et qu'on réponde à des questions. Et moi je repose la question et je la pose à M. Bruno Le Maire. Quel est le montant de l'impôt? Comment ça fonctionne? Le système fiscal Carlos Ghosn, ici en France. Ça m'intéresse beaucoup. Avançons en cette actualité extrêmement riche sur l'affaire Benalla et ses conséquences politiques en cascade. Julien Arnaud, on le rappelle, 3 proches du président sont convoqués par la justice la semaine prochaine. Ouais, et c'est une première sous la Ve République. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, en exercice, convoqué donc la semaine prochaine. Et c'est important comme simple témoin. Sans avocat, il ne risque aucune poursuite et il sera entendu par 2 juges d'instruction dans l'affaire des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla. On le rappelle, Alexandre Benalla qui détenait jusqu'à 5 passeports lorsqu'il était à l'Élysée. 2 autres collaborateurs du président, cette fois-ci Patrick Stroda, directeur de cabinet, et François-Xavier Loche, chef de cabinet d'Emmanuel Macron, seront également convoqués avec un distinguo. Le premier également comme simple témoin, le second lui en tant que partie civile, car il a porté plainte contre Alexandre Benalla pour usage de faux pour ses fameux passeports. François-Xavier Loche, qui était le chef d'Alexandre Benalla. En tout cas, bref, on le voit, cette affaire Benalla, une nouvelle fois, elle vient parasiter cette vie politique, ce grand débat. Alors, vous, Adrien Quatennens, vous dites quoi aujourd'hui? 1, j'en ai ras-le-bol de cette affaire Benalla qui revient toujours sur le devant de la scène. Et 2, cette affaire qu'on nous disait, c'est rien, c'est vraiment une affaire d'État, politique, mais aussi qui a rejoint le chapitre du fait divers. Alors, il y a incontestablement une affaire d'État, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on tire la pelote, on voit qu'il y a toujours un épisode derrière. On n'a jamais fini. C'est un vrai feuilleton, cette affaire. Mais moi, je nous invite, et je vous inclus là-dedans, à ne pas perdre trop de temps, quoi. Parce que le principal responsable de l'affaire, il s'est lui-même dénoncé. Vous en souvenez? Emmanuel Macron. Me chercher, c'est ça que vous voulez dire. Enfin, faut arrêter. Et donc quoi, ça l'affaiblit encore un peu plus que 3 de ses proches? Emmanuel Macron a dit
devant tous les Français, devant les journalistes, devant les politiques, devant tous les citoyens, s'il y a un responsable dans cette affaire, le seul responsable, c'est moi, qu'ils viennent le chercher. Qu'attendons-nous ? Mais est-ce qu'il est affaibli là un peu plus à Mais vos yeux, évidemment, par parce les que ça auditions accrédite la thèse d'un système et qui fait le lien d'ailleurs avec le fonctionnement de la Macronie. Je veux dire, c'est autre chose. Mais moi, par exemple, j'ai lu l'interview de M. Kras qui explique un peu comment ça se passe au sein de la République en marche, voilà, à quoi ça ressemble, quelle est l'ambiance. On voit bien qu'on a affaire à d'abord de rudes amateurs au sein de l'État aujourd'hui, ce qui est un vrai problème. Moi, ce qui me pose la question du délitement de l'État français, c'est une vraie question quand même, de voir cette érosion sous nos yeux. Et puis c'est le parallèle à faire avec la faiblesse abyssale sur le fond. Je crois qu'en fait, on voit bien à travers notamment cette affaire à quel point la Macronie est une bulle. Voilà, en réalité. Et je pense qu'il faut maintenant la percer. Ils sont tous dans la 4e dimension, pas dans le réel. C'est ce que dit Vincent Kras aujourd'hui dans Le Parisien. Je le pense vraiment. Et c'est ce qui m'inquiète, d'autant plus, y compris dans le contexte politique que l'on connaît. C'est-à-dire, on a de grands défis sur lesquels on doit faire face. Ces gens-là s'évertuent à essayer entre eux, entre copains, à maintenir à tout prix un système. Vincent Kras qui dit aussi, attention, cette affaire Benalla, c'est pas l'affaire du Rainbow Warrior, c'est pas non plus une affaire d'État. Non, mais on peut toujours minorer l'affaire. Mais tu dis cette affaire aussi pour attaquer le chef de l'État. Non, mais attendez, ok, d'accord, je sais ce que vous allez dire, l'instrumentalisation politique de l'affaire. En attendant, est-ce que c'est supportable dans notre grand pays, dans la République française, qu'un homme qu'on sait proche du président de la République ait pu être déguisé en policier, taper sur des manifestants et dont on tire le fil, on voit qu'il était au cœur d'un dispositif à l'Élysée, qui négocie. Alors que M. Macron voit la main des Russes partout, y compris dans les Gilets jaunes, il voit même pas les Russes au sein de son palais qui négocient des contrats avec M. Benalla. Un peu de sérieux. Mais ne perdons pas trop de temps. Vous avez usé beaucoup de votre énergie avec cette affaire. Le seul responsable, c'est d'énoncer. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est M. Macron, il l'a dit lui-même. Emmanuel Macron, il boucle le grand débat aujourd'hui en Corse. Vous dites quoi? Il était temps? Mais je dis que cette affaire dure depuis 4 mois, que le pays est dans une impasse, qu'on aurait pu éviter cette situation s'il y avait une réponse politique immédiate. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, ce grand débat, qui aura mobilisé beaucoup de logistique, on apprend que ça coûte à peu près 12 millions d'euros. 12 millions. Beaucoup d'élus qui y ont participé, vous-même qui avez consacré des heures. C'était trop, 12 millions d'euros. Mais surtout, la question qui se pose, c'est est-ce vraiment un grand débat? Non, c'est tout petit. Regardez la proportion de Français qui ont concédé à y participer, à peine 1% du corps électoral. Plutôt que de faire une propagande d'État étouffante sur le thème « c'est un succès », pourquoi est-ce un échec? Moi, je vous apporte 2 éléments à la réflexion. Quand Emmanuel Macron entre dans la danse sur ce grand débat en disant « d'abord, on parlera de tout, mais à la fin, c'est moi et moi seul qui tirerai les conclusions, en monarque présidentiel. Et surtout, on ne pourra pas mettre en cause le cap dans son ensemble. » Vous voyez bien que les revendications portées, elles sont incompatibles avec ce cap présidentiel. Donc aujourd'hui, il y a une rupture franche entre la représentation politique et le peuple français. Parce que vous savez qu'à l'heure où on se parle, le paysage est le suivant. Je résume très vite, mais à peu près la moitié des Français, à l'heure où je vous parle, soutiennent encore les Gilets jaunes. J'ai bien dit les Gilets jaunes, y compris dans les formes de leur action. Un Français sur 2. Mais une grande majorité de Français, écrasante celle-là, est d'accord avec les problèmes qu'ils ont soulevés et avec les principales revendications. J'en prends 2. L'ISF, 74% des Français sont pour son rétablissement. Le RIC, 69% des Français sont pour le faire. C'est M. Macron qui est en minorité. Et dans 2 mois, il y a des élections européennes. Mais donc vous appelez à ce que l'élection européenne... L'occasion pour les Français de s'exprimer. Vous faites un peu ma campagne, la campagne de la France Insoumise. Vous avez raison de dire que, moi je regrette, on aurait pu aller à la dissolution de l'Assemblée pour trancher le problème pacifiquement. Mais effectivement, si on ne peut pas, le 26 mai, tous ceux qui nous écoutent doivent savoir que c'est une occasion, parce que M. Macron peut ne pas voir les Gilets jaunes, mais il verra le résultat des courses le 26 mai au soir. Donc après, sinon, on sait ce qui va se passer. Acceptez notre invitation. Merci à vous d'avoir invité. Nous passons à la